3. De surprise, la lanterne lui tomba des mains et rebondit sur les marches comme un feu follet déchaîné. Cooper tituba et battit l'air vers la chose qui tournoyait autour de sa tête. Macready s'appuya contre un mur, prit sa propre lampe de poche dans une main et le fusil dans l'autre, tout en s'efforçant de localiser leur assaillant. Cooper avait déjà retrouvé l'équilibre et maîtrisé son adversaire. Il s'agissait en fait d'une feuille de papier froissée que la bise entraîna en bas de la cage d'escalier. Macready s'approcha et ramassa la feuille. Les indications au bas de la page étaient rédigées en norvégien, mais il aurait pu aussi bien s'agir d'idéogrammes chinois. Le norvégien du mois, Toubib, sans danger! Sur le point de jeter la feuille, il réfléchit et la mit dans sa poche pour l'examiner en détail plus tard. Gêné, Cooper ajusta ses vêtements et descendit les 2 dernières marches pour récupérer la lanterne qui brûlait toujours. Il attendit Macready et ils empruntèrent ensemble le couloir souterrain. Les poutres en bois qui soutenaient le toit étaient tordues et repliées à cause de la pression continue de la glace autour d'elles. Cette zone était encore plus glaciale que le plateau sur lequel on avait construit l'avant-poste américain. La récente conflagration qui avait dévasté la base avait mis à l'épreuve la solidité de la menuiserie. Ils l'entendirent craquer et gémir alors qu'ils se frayaient un chemin dans le tunnel. Des morceaux de glace et de limon tombaient par terre, atterrissaient sur leurs cheveux ou heurtaient leurs joues. Une poutre cassée bloquait le passage. Elle fumait encore. Macready se baissa pour la soulever délicatement par en dessous et l'écarter doucement. Une averse de débris tomba du plafond voûté. « Attention, Toubib, c'est le toit qui part en morceaux !» Cooper se pencha et passa sous la poutre qui grinça mais tint bon. Ils continuèrent d'avancer. « Hé, Mac, y a quelque chose qui va pas !» hurla Cooper en éclairant son compagnon. Macready cherchait le mur derrière lui. « Je suis rentré dans quelque chose. Je pense pas que c'était du bois. J'ai eu l'impression que ça remuait quand je l'ai touché. Une sacrée merde !» Il fit la grimace. Le bras dépassait d'une porte en acier située dans le mur du couloir. Le coude se trouvait à environ 1 mètre du sol. La porte était étroitement fermée. Les doigts tenaient un petit chalumeau. Cooper se pencha et examina le membre coincé. « Prends garde, Toubib, » l'avertit Macready. « Il peut y avoir encore du gaz dans le chalumeau. »« Je ne le pense pas, » répondit Cooper en montrant les boutons de l'appareil. « L'interrupteur est mis sur on et je ne sens rien. » Il sumecta un doigt et le mit sous le bec du chalumeau. « Rien. Le combustible a brûlé ou s'est évaporé depuis longtemps. » Macready essaya d'ouvrir la porte. Elle n'était pas verrouillée et, à la différence des 2 précédentes, s'ouvrit facilement. Le bras tomba par terre. Il n'était relié à rien, avait été tranché et maintenu en place par la porte. Aucune indication sur son propriétaire. Macready en avait assez vu. Il se détourna et toussa l'estomac révulsé. Les plongeons et les secousses de l'hélicoptère malmenés par le vent ne l'indisposaient pas, mais ceci... « Jésus !» murmura Cooper. Il leva sa lanterne et jeta un coup d'œil dans le passage inconnu. Voyons où il mène. Une courte marche les conduisit à une autre porte. Des caractères norvégiens étaient gravés dans le bois à hauteur des yeux. Macready prépara son fusil et donna un coup de pied à la porte. Au moins les portes devenaient plus coopératives. Celle-ci s'ouvrit docilement en grinçant. Des douzaines de feuilles de papier volèrent dans la pièce, grosses mites blanches soulevées par le vent qui soufflait par les trous du toit. Ils eurent du mal à déterminer l'affectation de cette salle qui n'était plus que ruine. Macready dirigea sa lampe de poche sur les décombres. « Un laboratoire », annonça Cooper, tandis que le faisceau lumineux effleurait les vases à bec cassé et les tubes à essai fendus. Un beau microscope gisait par terre, près d'un établi fissuré. Les autres appareils étaient éparpillés comme après une tornade. Un oscilloscope coûteux reposait sur une étagère intacte, mis à part l'absence de son unique œil cyclopéen. « Hé, regarde ça, Toubib !» Cooper se retourna. La lampe de Macready était posée sur une boîte métallique grise fixée sur le mur le plus proche. Sa lentille était dirigée vers le parquet. Une caméra vidéo portable. Cooper la regarda, puis essaya de se frayer un chemin dans le fouillis jusqu'à un meuble classeur disloqué. Les tiroirs arrachés, témoins muets de la vague de destruction qui avait déferlé dans cette salle, justifiaient la présence de tous ces papiers qui voltigeaient autour de leur tête. D'autres feuilles gisaient sous des poids ou des appareils renversés sur le bureau principal. Cooper s'en approcha d'un pas traînant. Il cherchait avec plus d'espoir que de raison l'indice qui pourrait expliquer comment la catastrophe avait éclaté dans la station.
Macready continua d'examiner la caméra vidéo. Il aurait aimé que Sanders soit avec eux. « Tu as trouvé quelque chose » demanda-t-il à Cooper sans tourner la tête. Le docteur secoua la tête en signe de regret. « Tout est écrit en norvégien, j'en ai peur. » Il sortit 2 feuilles qu'il étudia à la faible lumière. « Non, ici, c'est en allemand. »« Et alors ?»« Je lis l'allemand. » Macready se retourna et lui demanda vivement. « Ah oui, qu'est-ce qu'il y a écrit ?» Le docteur poursuivit son examen et remua les lèvres en lisant « Allgegenwärtig Glacis » Il s'interrompit et leva la tête, déçu. Malheureusement, il s'agit du mouvement des lignes de haute pression. « Merveilleux !» dit Macready d'un ton sarcastique. « Cela nous aide beaucoup. » Cooper empila soigneusement les feuilles et sélectionna d'autres documents qu'il mit de côté. Le pilote fronça les sourcils. « Mais que fais-tu donc ? Personne chez nous ne sait lire tout ça. »« Je le sais. » Il se pencha pour récupérer une liasse de papier enveloppée dans du plastique rouge. « Mais ce sont peut-être des pièces importantes. Apparemment, elles ont coûté la vie à 6 personnes. Peut-être vaut-il mieux rapporter le tout au camp avant que le vent les emporte. Si nous nous étions trouvés dans la position inverse, j'aurais bien aimé que d'autres savants en fassent autant pour moi. » Macready se garda de rappeler que Cooper n'était que médecin. « D'accord, dit-il impatienté. Mais il se fait tard. Dépêche-toi, je vais vérifier les dernières salles. » Il fit demi-tour et sortit. Cooper continua de rassembler les papiers qu'il empila sur son bras. Une université norvégienne arriverait peut-être à déchiffrer l'ensemble de ces documents. Au milieu du fouillis, il trouva un magnétophone de poche. Plusieurs cassettes jonchaient le sol. Il en ramassa une qui portait une indication manuscrite. À moins qu'il ne s'agisse d'une collection privée, cela signifiait qu'elle contenait sans doute des notes scientifiques plutôt que de la musique enregistrée. Quelque chose derrière lui. Il se retourna brusquement. Rien. « Détends-toi, Cooper, se dit-il. Cet endroit est bien trop froid même pour les fantômes. » Il mit l'une des cassettes dans le magnétophone et essaya de régler les boutons. Macready entra en coup de vent dans une autre pièce et fut accueilli par une pluie d'éclats de bois et de glace. Il brossa sa parka en grommelant et dirigea le faisceau de sa lampe vers le haut. Ici aussi, le plafond était en mauvais état. Il baissa sa lampe et commença à inspecter l'intérieur de la salle. Cooper trouva le bouton de mise en marche du magnétophone. Une voix s'exprima en norvégien sur un ton pédant et impassible. Il accéléra le déroulement de la bande. Même voix, même style. Un cri éloigné interrompit ses réflexions. « Cooper, viens ici ! Que se passe-t-il » « Il a peut-être trouvé le propriétaire du bras, se dit le docteur. Macready n'était pas loin. Cooper dut glisser son corps imposant dans l'étroite ouverture donnant dans la pièce voisine et reçut une avalanche de saleté encore plus grande que celle qui avait accueilli le pilote. « Attention !» l'avertit Macready en indiquant le plafond. « Il risque de s'effondrer. » Le docteur écarta les débris et rejoignit son compagnon. Macready se tenait près d'un énorme bloc de glace. Il vit d'un coup d'œil que ce bloc ne venait pas du plafond. Cooper n'était pas géologue, mais il avait aidé Norris suffisamment souvent pour comprendre que cette masse se composait de glace ancienne qui datait d'un certain temps. Automatiquement, son esprit méthodique se livra à des calculs approximatifs. Le bloc avait environ 4,60 m de long, 1,80 m de large et 1,20 m de haut. Il gisait par terre, trop gros pour reposer sur une table. Les bords montraient des signes de fusion récente, processus interrompu par les températures glaciales qui avaient envahi le camp. En dehors de sa taille, il n'avait rien de remarquable. « Un bloc de glace ?» dit-il à Macready. « Et alors ?» Le pilote se pencha sur le bloc et l'éclaira par en dessous avec sa lampe. « Regarde ici. » Cooper se rapprocha davantage. Le centre du bloc avait été dégelé ou gratté, comme si on avait essayé d'en faire une énorme baignoire gelée. « Qu'est-ce que tu en dis ?» Cooper secoua la tête, complètement ébahi. Ça me dépasse, Mac. La glaciologie n'entre pas dans mes compétences. Rien d'autre ? Je sais pas encore, je suis tombé là-dessus en premier. » Il se détourna du bloc et poursuivit son inspection. Il finit par trouver contre un mur une grande armoire métallique dont les portes étaient couvertes d'épreuves polaroïdes. Les 2 Américains se rapprochèrent. Les photos montraient des hommes en train de travailler et de jouer autour du bâtiment principal. « Enfin quelque chose d'intact, » dit Macready. Il posa le fusil à côté de lui et prit la lampe de poche entre ses dents, tandis qu'il essayait d'ouvrir le meuble à 2 mains.
La serrure n'offrit pas de résistance, mais les portes refusèrent de s'ouvrir. Elles étaient collées, gelées peut-être. Il força encore, faisant voler la poussière qui recouvrait le meuble. Le plafond, en partie endommagé, bloquait légèrement le haut des portes. Il tira d'un coup sec. Un grondement se fit entendre au-dessus de sa tête. Cooper recula et examina le plafond avec circonspection. « Fais attention, Mac !» Macready prit son élan et tira fort. Trop fort. Les portes du meuble s'ouvrirent, toutes grandes, et il tituba en arrière à deux doigts de perdre l'équilibre. De gros pans de bois et d'isolant dégringolèrent du plafond. Macready toussa et secoua la poussière qui l'enveloppait. Il revint près du meuble. Son contenu le déçut, même s'il ne s'attendait pas à grand-chose. Certaines étagères étaient vides. Sur les autres se trouvaient des petits instruments scientifiques, plusieurs calculatrices, des classeurs de diapositives, quelques vases à bec intacts et des tubes de verre. Il dirigea sa lampe de poche sur une grande photo collée sur la face interne de l'une des portes. Elle représentait 5 hommes, bras dessus, bras dessous, souriant en train de porter un toast. La photo avait été prise à l'extérieur aux environs du camp. Devant eux, posé sur la neige, se trouvait le bloc de glace. La photo le faisait paraître plus grand. Peut-être avait-il fondu en partie lors du transport, se dit Macready. De toute évidence, on l'avait mis là pour la photo, mais Macready ne put conclure si les hommes portaient un toast à eux-mêmes ou au bloc de glace. Il regarda par-dessus son épaule successivement le bloc de glace, la photo, puis à nouveau le bloc. Aucun doute là-dessus. Le bloc photographié et celui qui se trouvait à 1 mètre de lui étaient identiques. Même si ses dimensions sur la photo semblaient plus importantes, ses proportions ne différaient pas. Il décolla soigneusement la photo, la fourra dans sa poche, puis referma l'armoire. À ce moment, d'autres débris dégringolèrent du plafond. Bois, plâtre, fibres de verre isolantes et quelque chose d'autre. Un objet froid mais doux. « Hein !» Macready hurla. Cooper resta bouche bée. Le cadavre avait perdu un bras, mais était encore assez lourd pour renverser Macready. Le mugissement était aigu et mélodieux. Il pénétra à l'intérieur de la base américaine, arriva à la salle de jeu par les couloirs et les quelques haut-parleurs qui se trouvaient là. Sous l'une des tables de bridge, le chien esquimau blessé dressa les oreilles. Le mugissement se transforma en flot de paroles où il était question de loup-garou à Londres. Le chien reporta son attention ailleurs. Tout près, une boule de lumière dansait sur l'écran vidéo, comme pour inviter d'éventuels joueurs à la manipuler. Mais il n'y avait pas d'amateur dans la salle et le chien passa devant l'écran avec indifférence. Le mugissement était encore plus brillant dans la cuisine. Il sortait d'un magnétophone à cassette posé sur une étagère au-dessus de la cuisinière multifeu. Knowles arriva en patinant et ferma la porte de l'énorme congélateur d'un coup de pied après en avoir sorti un gros morceau de cornet de bif. Les marmites et les casseroles fumaient et exhalaient un arôme de poivre et de feuilles de laurier. Knowles patinait d'un endroit à l'autre tout en écoutant la musique. Il prit une cuillère pour goûter le contenu d'un chaudron, fronça les sourcils, ajouta des condiments, puis regoûta et sourit. Il était fier de son métier. La station pouvait fonctionner même s'il manquait un savant, les pilotes de l'hélico, les mécaniciens ou Gary, mais elle ne marcherait pas longtemps sans les talents culinaires de Knowles. Non. Knowles pouvait rembarrer n'importe qui dans le camp en toute impunité. Sa cuisine faisait pardonner toutes ses indélicatesses. Cependant, son sans-gêne lui valait parfois des objections. Gary jeta un coup d'œil par la porte ouverte et fit la grimace. « Baisse un peu, Knowles, cela s'entend dans tout le camp. Il n'y a qu'à débrancher les haut-parleurs du hall et de la salle de jeu. »« Cela n'en vaut pas la peine, répondit le docteur de la station. Si tu veux à tout prix écouter cette cacophonie, fais-le, mais pas trop fort. » Knowles renifla avec dédain. Certains gars ignorent tout de la culture. Gary tapota du bout des doigts sur le montant de la porte. Warren Zevon ne représente pas la culture, Knowles. Beethoven, oui. Janacek ou Vaughan Williams aussi. Ah oui, j'ai entendu plus d'une fois cette symphonie de l'Antarctique que tu écoutes dans ta chambre, là. Et je pense que c'est de la merde. Si tu veux entendre ce genre de choses, t'as qu'à ouvrir ta fenêtre. La culture ne dépend que de ton point de vue. D'accord, mais pas la surdité, alors baisse un peu. Oui, mon sieur, je vais le faire. Il patina jusqu'à sa stéréo et baissa le volume à peine. Gary secoua la tête et n'insista pas. Il se rendit ensuite à la salle des transmissions. Il ne fut pas surpris de trouver Sanders à son poste, pas plus qu'il ne s'étonna de le voir renversé sur sa chaise endormi, les écouteurs aux oreilles.
Gary s'approcha sur la pointe des pieds et étudia d'un bref coup d'œil la console avant de sélectionner un bouton qu'il poussa à fond à droite. De violents parasites firent sursauter l'opérateur radio et le réveillèrent. Il se protégea les oreilles après avoir ôté les écouteurs. « Hé, toi !» Quand il s'aperçut que c'était le directeur de la station, il se calma un peu, mais sa colère subsista. « Tu peux tuer quelqu'un en faisant ça, hein ?»« Ce n'est pas plus fort que la stéréo de Knowles. Tu devrais régler ta sensibilité. »« Je suis sensible en diable, chef. »« Ah oui? Tu as réussi à joindre quelqu'un ?» Sanders expliqua comme il s'adressait à un enfant. « Nous sommes à des milliers de kilomètres de quiconque, mon vieux. On ne peut atteindre personne avec ce foutu temps. » Il secoua les bras. « Si Bennings a raison, ça va être bien pire et ça ne s'améliorera pas de sitôt. Bien sûr, si nous disposions d'un satellite géostationnaire dans les parages, ce serait facile. Mais nous n'en avons pas. » La nécessité d'un satellite de transmission n'apparaissait pas évidente dans le voisinage du pôle Sud. Gary poussa un soupir résigné. « Colle-toi à ce boulot, essaye encore et préviens-moi dès que tu arriveras à contacter la station McMurdo ou une autre station. »« Oui, même les Ruskov ?»« N'importe qui. Nous devons avertir de ce qui se passe ici. » Les chambres-cellules donnaient toutes sur un couloir plus large que les autres. Le chien esquimau trotta avec curiosité dans le couloir vide, la langue pendante. Une porte était ouverte sur sa gauche. Le chien s'arrêta et jeta un coup d'œil à l'intérieur. La lumière était faible et on entendait des bruissements. L'animal regarda le couloir toujours vide et le passage un peu plus loin. Il se tourna et entra dans la pièce. Une voix indistincte l'accueillit, surprise. « Oh, salut petit !» Il y eut un silence suivi d'un bruit inattendu de verre brisé. Un brouhaha étouffé s'échappa de la pièce comme si on se bagarrait. La porte claqua, puis le couloir retrouva son calme. Fuchs était fou allié. Presque tous les membres du groupe pouvaient l'attester. L'assistant en biologie était sensible, inquiet, amical et modeste, mais fou allié. Parce que personne ne va faire du jogging dans l'Antarctique. Vous pouvez faire du jogging à Los Angeles malgré le brouillard, dans les montagnes autour de Denver malgré l'altitude, le long des plages à Miami, même dans Central Park à New York, mais vous ne faites pas de jogging dans l'Antarctique. Et pourtant, Fuchs avait toujours fait du jogging depuis qu'il était adulte, et ce n'était pas un climat un peu plus froid qui allait modifier ses habitudes. Aussi, chaque matin avant de commencer son travail, il s'équipait, mettait ses lunettes protectrices et courait autour du camp en s'aidant des corps de guide, quand il y en avait, et de points de repère dans le paysage quand il n'y en avait pas. Gary avait pensé le lui interdire, mais Fuchs s'était montré inflexible, et le directeur avait été forcé de reconnaître qu'aucun règlement n'interdisait la pratique de ce sport. « Ça me réveille », expliquait Fuchs qui persistait malgré les colibés de ses collègues. « Ça active la circulation du sang. »« Partout sauf dans ton cerveau », avait lancé Palmer. Gary n'avait pas eu le cœur de lui interdire le jogging. Les distractions étaient rares dans le camp. Si Fuchs souhaitait se distraire en se gelant à mort chaque jour, c'était son droit après tout. La seule concession faite au climat par l'assistant en biologie était le port des bottes fourrées. Cela ralentissait son allure, mais non son enthousiasme. Il fit une pause, essoufflé. De l'air chaud s'échappait d'un tuyau de ventilation proche. Il se trouvait au-dessus de la cuisine. La plupart des constructions permanentes de la base étaient enterrées au-dessous de la couche de neige mouvante dans le sol gelé, à l'abri du vent incessant qui provoquait des déperditions de chaleur. Un escalier descendait jusqu'à l'habitation principale. Fuchs ouvrit un accès aménagé dans le toit, regarda autour de lui et contourna l'échelle. Le corridor était vide, personne ne le surveillait. Il prit une pose de commandement. « Attaque, attaque !» murmura-t-il, et il descendit rapidement l'échelle en refermant la trappe derrière lui. Il courut le long du corridor vers le complexe central. Loin à sa droite, il aperçut Clark qui sortait de l'un des entrepôts de ravitaillement en faisant rouler une brouette remplie de cailloux marrons. La nourriture sèche pour chien. Clark lui adressa un signe joyeux de la main sans s'arrêter. Le chenil souterrain se trouvait tout près. Alors que Fuchs s'éloignait, Clark déverrouilla la porte du chenil. Il entra avec la brouette et 6 chiens de traîneau bondirent autour de lui et firent voler son chargement dans toutes les directions. Ils aboyaient avec impatience. Les chiens se tenaient très mal à table, se dit-il. Ils se mordaient mutuellement les flancs et les pattes, non pas pour se blesser, mais pour rétablir leurs prérogatives avant de s'empiffrer.
Parfois, Knowles donnait à Clark des restes de repas qu'il mélangeait aux croquettes sèches. Le chenil devint vraiment bruyant. « Du calme, hurla-t-il. « Seigneur, quelle bande de goinfres !» Il les examina tandis qu'ils s'installaient pour manger, s'assura qu'ils ne montraient aucun signe d'infection ou de maladie et vérifia le bon état de leurs dents. Il aimait bien les hommes en compagnie desquels il travaillait, mais il préférait ses chiens. Très affectueux, ils faisaient leur boulot sans rechigner et se disputaient rarement avec lui. En contrepartie, les chiens de traîneau avaient conféré à Clark un honneur insigne. Il le considérait comme l'un des leurs. Il était le chef des chiens, sans compter qu'il leur fournissait la nourriture. La section entrepôt qui renfermait les réserves de carburant était plus ancienne que le reste des bâtiments, car on l'avait installée en premier. Les supports en bois et métal qui maintenaient le toit commençaient à se délabrer. L'Antarctique agissait sur les matériaux de construction aussi fortement que sur les hommes qui devaient survivre ici. Les canalisations et les blocs en béton étaient rangés en tas nets, tout près. Le béton spécial devait supporter le froid sans craquer. Les blocs s'encastraient les uns dans les autres, ce qui permettait un assemblage sans mortier. Des portes interdisaient l'accès aux pièces plus petites, remplies de matériel électronique, de fournitures de plomberie, le tout en double. Aucune quincaillerie ne se trouvait à 1 ou 2 pâtés de maison de l'avant-poste 31. Les hommes avaient 6 mois d'hiver polaire devant eux. Ils devaient être à même de remplacer toute pièce cassée. Childs entra dans la partie principale de l'entrepôt en sifflant. Il s'arrêta en face d'une porte proche des énormes réservoirs d'essence couchés horizontalement. 6 systèmes différents de fermeture bloquaient la porte. 2 à combinaison, un verrou magnétique et 3 clés. Il les ouvrit successivement avec soin. La petite pièce était extraordinairement chaude. La chaleur émanait d'un petit chauffage radiant qui ressemblait à un tableau du sud-ouest américain avec ses lumières fluorescentes d'une teinte légèrement violacée. Cela sentait les fermes du Wisconsin et de la côte de Mendocino. Chad sourit d'un air paternel en inspectant les rangées de plantes robustes qui dépassaient des réservoirs hydroponiques. Elles avaient d'étroites feuilles vertes aux bords dentelés. Certaines étaient presque aussi hautes que le mécanicien. Il bavarda avec elles et ajouta des substances nutritives dans les réservoirs métalliques. « Comment vont mes frères et sœurs aujourd'hui ? On dirait que tout le monde va bien ?» Il s'agenouilla pour vérifier les jauges qui réglaient l'humidité du sol et le pH, regarda le thermomètre mural et augmenta la température. Le radiateur se mit à bourdonner et inonda de chaleur le visage du mécanicien. Une lucarne au-dessus de sa tête fournissait une faible lumière. Charles se tourna vers un magnétophone, choisit une cassette plusieurs fois jouée et mit l'appareil en marche. « Que dites-vous d'un bon Algreen, mes chéris ?» Il appuya sur le bouton « On ». Une voix aiguë et gémissante emplit doucement la petite pièce. « J'ai pleuré » chanta la voix agonisante. « Quel dommage que cet homme soit devenu prêcheur » se dit Charles tristement. Il se rappela l'avoir vu à Los Angeles au Music Center, dans le pavillon Dorothy Chandler. Il chantait sur la scène habituellement occupée par l'orchestre philharmonique. Oh, bien sûr, je pense que lorsqu'on est appelé, on doit répondre. Hein. Mais quel talent! Dommage, hein, vraiment. Il perçut un bruit nouveau, un halètement. Il se retourna, ce n'était que leur nouveau visiteur, le chien que ce fou de Norvégien voulait tuer. Une pensée lui vint à l'esprit qui lui fit froncer les sourcils et regarder le chien qui pencha la tête sur le côté d'un air belliqueux. Il avait ôté son bandage, probablement en se frottant contre un mur ou un meuble, se dit Childs. Tous les chiens ont cette manie. Ils en avaient malheureusement une autre, dont l'évocation assombrissait le regard de Childs. Il s'approcha de la bête en agitant les 2 mains. « Fous le camp, sale bête! Fiche le camp d'ici! Allez, oust !» Le chien lui jeta un coup d'œil de reproche, fit demi-tour et partit. Childs retourna à son jardin tout en marmonnant. « Il vient ici, il veut pisser sur mes chéris. Sale chien, on n'arrive jamais à se débarrasser de leur saleté, même au fin fond du monde. » Il ferma soigneusement la porte derrière lui et se pencha sur les bourgeons. « Voilà, mes petits. » Algreen entonna une autre chanson. « Tout va être bientôt prêt. Bien joli, bien vert et de bonne qualité. Et alors, mes petits et moi, on va se faire de merveilleux joints. » Le regard fixé sur le graphique qu'il tenait à la main, Blair longea le corridor. Préoccupé, il faillit tomber en glissant sur quelque chose qu'il n'avait pas vu. « Qu'est-ce »
Il se pencha et ramassa un pansement déchiré et taché. « Merde !» murmura-t-il en regardant autour de lui à la recherche de son propriétaire. Mais le chien ne se trouvait pas dans les parages. « Faut que j'en parle à Clark, se dit-il en se remettant à marcher. Le chien va saigner partout. » Pas de quoi s'inquiéter pourtant, la blessure ne risquait pas de s'infecter. Les germes ne vivaient pas longtemps à l'intérieur de la base et quand ils se fixaient sur l'homme, ils mouraient à la première exposition en plein air. On ne tombait pas malade facilement dans l'Antarctique, à condition toutefois de ne pas attraper froid. Le générateur ronronnait régulièrement en bas. Il gardait hommes et machines en état de marche et luttait contre le froid incessant en déversant lumière et chaleur. Palmer vérifiait son matériel afin de localiser à l'avance les points de rupture possibles. Entretien de routine. Un ronronnement grandissant lui fit froncer les sourcils jusqu'à ce qu'il aperçoive que le bruit venait de l'extérieur. Des pales d'hélicoptère tournaient dans le vent. Il entendit un grand bruit tout près. Les tournevis et les sondes s'éparpillèrent sur le sol tandis que la boîte à outils heurtait bruyamment les planches. Le chien esquimau avait sauté sur l'établi de Palmer et renversé la boîte. Il s'arrêta pantelant et essaya de jeter un coup d'œil par l'étroite fenêtre, juste au-dessous du plafond, les pattes de devant posées sur le petit rebord. Palmer jura doucement, se leva, rassembla ses outils et les replaça soigneusement dans la boîte. Il appela par la porte ouverte. « Hé, Clark, tu peux pas enfermer ton sale kleps ? S'il se sent assez bien pour sauter sur les tables, il peut tout aussi bien les rejoindre ses cousins !» Comme il n'obtenait pas de réponse, il saisit une clé à molette et frappa sur un tuyau qui arriva jusqu'au chenil. « Hé, Clark !» Le chien ne se soucia pas de lui et regarda par la fenêtre l'atterrissage de l'hélicoptère. L'appareil instable sauta dans le vent et finit par se poser près de l'autre hélicoptère et du bulldozer. Childs et Sanders l'attendaient. Dès que le whoop-whoop régulier des rotors se fut ralenti suffisamment, ils accoururent vers l'hélico, penchés à cause du vent. Ils traînaient des filins derrière eux. Childs fixa un crochet sur un anneau soudé à la queue de l'appareil, tandis que Sanders en faisait autant à l'avant du cockpit. Macready sortit rapidement pour les aider. « Qu'avez-vous trouvé » hurla Childs dans la bourrasque. Le vent augmentait de violence à présent. Il frappa les joues non protégées du mécano. Macready ne sembla pas l'avoir entendu. Childs attrapa un autre filin et l'attacha à un côté de l'appareil. Le cordage siffla dans le vent et Childs se rapprocha du pilote. « Hé, Mac, je te demandais ce que... » Il s'arrêta net en voyant le visage angoissé et éloquent de Macready. « Plus tard, » murmura Macready. Childs dévisagea son ami et hocha la tête.